VPLP, au départ, c'est un simple sigle, celui de Van Peteghem Loriot-Prévost, rassemblant les patronymes des deux fondateurs qui lancent leur cabinet, pas encore trentenaire, en 1983. 4 décennies plus tard, c'est l'une des plus grosses agences d'architecture navale, forte de 40 salariés, architectes, ingénieurs, designers. Née de la compétition, où elle a remporté toutes les courses, ou presque, l'agence s'est diversifiée dès le début dans la croisière, puis dans le maritime, jusqu'à concevoir un roulier de 120 mètres de long doté d'ailes rigides, canopées, lancé en 2023. En 40 ans, ces 3 pôles d'activité ont produit plus de 200 plans, soit plus de 7000 bateaux dessinés par VPLP, qui naviguent partout dans le monde. Dans ce podcast en 6 épisodes, lancé à l'occasion de son 40e anniversaire, nous retraçons les grandes étapes de la saga VPLP, en compagnie de ceux qui la vivent aujourd'hui. Depuis la passion du multicoque des débuts, qui imprègne toujours l'équipe, jusqu'aux innovations dans la propulsion décarbonée, désormais marque de fabrique de l'agence. Bienvenue à bord de VPLP Design, 40 ans d'architecture navale, un podcast de VPLP produit par Tip & Shaft Studio. Pour ce 3e épisode de la saga des 40 ans de VPLP, on va retrouver 2 architectes navals associés. D'un côté, Quentin Lucet. Salut Quentin. Salut. Et de l'autre, Antoine Loriot-Prévost. Salut Antoine. Salut. Et vous êtes tous les deux les experts, les spécialistes de l'IMOCA au sein de VPLP. Alors ça paraît naturel comme ça, mais au départ, votre boîte, c'est une boîte de multicoque. Racontez-nous comment, tout à coup, vous vous mettez à faire du monocoque. C'était pas écrit sur le papier. Qu'est-ce qui fait que l'agence bascule des 3 coques, et 3 coques, pas 2, 3, 2 pour la plaisance, mais 3 en course. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous vous intéressez au monocoque, Quentin ? C'est vrai qu'il y a une énorme histoire du multicoque chez VPLP, jusqu'à, je pense, la Route du Rhum 2022, qui a été quand même un grand... 2002, qui a été un moment assez charnière, je pense, dans la vie du multicoque, de façon générale dans la course au large. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent, d'ailleurs, pour la première fois à l'arrivée de cette Route du Rhum 2002. Et donc, à la suite de ça, il y a eu effectivement une collaboration qui s'est mise en place entre Guillaume et VPLP. Guillaume Verdier, Guillaume Verdier, pour effectivement dessiner le premier IMOCA pour Marguimo. En 2005-2006, ça a commencé, ça. C'est quoi ? C'est une répartition des risques. Chez VPLP, on s'est dit, oh là là, on a mis tous nos œufs dans le même panier en matière de multicoque, et avec la Route du Rhum 2002, on a bien vu que les Orma avaient commencé à décliner, ou c'est aussi parce qu'il y avait un intérêt intellectuel ou sportif vers les IMOCA ? Je pense qu'il y avait vraiment, il y a toujours cette ouverture d'esprit, en fait, d'être curieux de ce qui se passe. Là, c'est sûr qu'on venait de prendre une douche froide en multi. Je pense que ces bateaux-là, ils faisaient rêver. C'est quand même une course incroyable, ce Vendée Globe. Et c'est finalement au cours de discussion avec Guillaume Verdier qu'est arrivé cette problématique. On a les capacités de faire des super projets ensemble. Il y a un marin qui a envie de nous faire confiance. Allons-y, faisons l'étape, amenons chacun un peu les compétences qu'on a de notre background et voyons ce que ça donne, quoi. C'est parce que c'est un marin qui vient vous chercher au départ. C'est pas vous qui allez proposer le projet à droite à gauche. C'est Marguimo qui se dit si je veux faire un nouveau bateau et je vais le faire avec eux. Ce qui est une prise de risque quelque part de son point de vue. Je pense qu'il y avait quand même effectivement plusieurs niveaux de prise de risque. Marin, enfin lui c'est la première fois, il venait du multicoque aussi, et de s'entourer avec des architectes qui étaient novices dans le milieu, en tout cas de l'IMOCA, même si Guillaume avait travaillé chez Jean-Marie Finot avant. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ce qui existait, et tirer tout le top du sport des autres supports en vigueur au moment, quoi. Et alors, c'est quoi du coup la thèse de VPLP en matière d'IMOCA à ce moment-là ? Qu'est-ce qui différencie les choix architecturaux de VPLP par rapport au reste du marché ? Je pense qu'il y a une vraie inspiration du multicoque, en fait. On va dire que la punchline de l'Orma, c'était puissant et léger. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été à la genèse des premiers projets IMOCA qui ont été faits. Je pense qu'il y avait une volonté dès le début, dès le premier projet, en fait, dès le projet Safran, de faire des bateaux qui ont la capacité de se sustenter. Donc on se posait la question comment faire avec la quille, il y a eu des tentatives pour faire des dérives courbes, un peu comme les foils des Orma finalement, pour se dire comment on peut faire pour faire un bateau qui soit léger, qui soit puissant, et qui soit un peu différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc clairement, ça a été une carène plus puissante que ce qui se faisait aujourd'hui, tout en restant léger et en essayant de trouver les artifices via les appendices pour que le bateau puisse se sustenter. Et puis il y avait ces bouchons.
ce franc-bord très très droit et qui était, ça donnait une gueule au bateau et c'était très innovant. Bah, c'est sûr que c'était assez nouveau avec un bouchin très marqué, effectivement, qui était quand même assez bas. Enfin, effectivement, ça a permis quand même de passer de faire de la puissance et de faire un bateau qui pesait 7 tonnes 5, je pense, à la mise à l'eau. Tu te donnes des chiffres de poids, ça c'est rarissime. Hein. On peut peut-être La clause de confidentialité est tombée. Là, il est dans une autre configuration, ce bateau, puisque c'est MACSF maintenant, aujourd'hui. Exactement, il court toujours, ouais. Ouais. Mais effectivement, c'était un bateau qui était à la mise à l'eau, qui était pratiquement entre 500 kg et 800 kg plus léger que ce qui se faisait, en étant plus puissant. Et donc là, c'est sûr que ça a ouvert un peu une nouvelle voie. Alors ça a marché parce que du coup les commandes vont affluer. Là, tout à coup, vous étiez des architectes de multicoques et maintenant vous allez devenir vraiment des architectes de référence de l'IMOCA, quoi. Bah donc c'est sûr que sur ce premier cycle, en tout cas, on a eu la chance de travailler avec Quito de Pavan, groupe Bell, puis Vincent Rioux pour PRB, puis Jean-Pierre Dick, ensuite sur Virbac Paprec. Et ça, ça a mené jusqu'au Vendée Globe 2012. Il y a également Michel Desjoyaux qui est arrivé. En effet, ça faisait pas mal de clients assez sérieux en fait, qui étaient assez contents, je pense, d'avoir un nouvel interlocuteur, quelque chose d'un peu nouveau pour dessiner de nouveaux bateaux. Ouais, puis certains d'entre eux avaient été vos clients en multicoque. Ça, c'est sûr que ça permettait de retracer, de recouper nos chemins au cours d'un projet assez sympa autour du Vendée. Ouais. Entre le premier Safran et la première victoire dans le Vendée Globe, qu'est-ce qui change beaucoup dans le design des IMOCA? Je pense qu'on a été vraiment toujours dans cette philosophie évoquée au début, là, sur la puissance. Je pense qu'on a fait des bateaux de plus en plus larges jusqu'au Vendée Globe 2012. Donc les carènes sont passées à la largeur max aujourd'hui, qui est la référence de jauge. On était à 5,85 m. On a joué aussi sur le tilt de quille pour générer plus de portance avec la quille. Donc là, on a vraiment été à des valeurs assez fortes. Alors, faut que tu expliques un tout petit peu le tilt de quille. C'est ce qui permet. Vas-y, je vais te laisser. C'est l'angulation de l'axe de quille qui permet, quand elle est angulée au vent, de générer de la portance. Voilà. C'est-à-dire que le bateau s'appuie dessus. C'est ça. Et un peu comme un foil, comme un bout de foil, quoi, arrive à décoller un petit peu avec ça, quoi. C'est ça. Donc ça permet de gagner, d'alléger le bateau, en tout cas. En revanche, le fait que ça pousse au vent, c'est pas forcément très efficace d'un point de vue performance. Donc ça fonctionnait pour les allures de portant, par exemple. Mais tout ce qui était reaching, c'était pas encore tout à fait ça, quoi. Donc Et donc, il va y avoir la victoire. Votre premier Vendée Globe victorieux, c'est celui de François Gabard. Donc ça c'est ça 2012, hein, ouais, 2012, tout à fait, absolument. Enfin 2013 pour être précis dans les dates. Et puis après il y a un autre Vendée Globe qui lui est littéralement révolutionnaire, c'est celui de l'arrivée des foils. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que t'avais les mains dedans, à quel moment il y en a un qui a levé le doigt et qui a dit et si on mettait des foils? Ah, c'est pas passé comme ça, j'imagine bien. Mais... ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais c'est sûr qu'à l'arrivée du Vendée Globe 2012, super, arrivée de François, vraiment, ça a permis tout de suite de discuter avec 4 équipes pour faire des nouveaux designs. Et il y a en permanence, comme au sein de la classe IMOCA, une inquiétude sur le fait que les bateaux à venir vont coûter plus cher que les bateaux d'avant. Donc pour pallier à ça, a été mis en place le mât standard, la quille standard, réduire le nombre de ballasts, etc. Ce qui fait que on s'est retrouvé dans une situation où on avait peur qu'avec les nouveaux designs, on n'aille peut-être pas assez vite par rapport aux générations d'avant. Donc là, et au coût supplémentaire, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, je pense qu'on a pas mal discuté ça. On était, je pense, à peu près 12 dans l'équipe de design à ce moment-là, entre l'équipe de Guillaume Verdier et la nôtre. On en a pas mal parlé avec Guillaume et est venu assez naturellement l'idée de mettre un appendice qui génère de la portance, mais également du couple. Et donc ça s'est traduit par mettre des foils. Donc ça, c'était complètement inexistant dans le milieu du monocoque. Un pari assez risqué. Il y a eu des essais faits sur un mini dans le cadre de la campagne de Banque Populaire. On a fait tout ce qu'on a pu comme étude, et puis à un moment on s'est dit bon allez, on y va, c'est parti, on se laisse là une porte de sortie au cas où. Donc ça veut dire que ça a fait des bateaux qui étaient assez polyvalents, avec des carènes qui pouvaient possiblement fonctionner sans les foils, mais en tout cas on était passé dans le mode essayons de naviguer avec des foils, voyons ce qui se passe.
Et on arrivait de fait, après quelques mois de navigation, une fois qu'on avait passé tous les entraînements de Port-Laf, où on s'est fait doser quand même, soyons clairs, par les bateaux qui avaient des dérives, il a fallu s'accrocher à ça pour se dire, bah voilà, le Vendée Globe, c'est pas les entraînements de Port-Laf, c'est autre chose, on continue. Et effectivement, ça faisait des bateaux qui, au reaching, en gros, un bateau qui pesait 9 tonnes, il y avait 3 tonnes dans la coque, 3 tonnes dans la quille, 3 tonnes dans le foil, quoi. C'était ça, peu ou prou, ce qu'on avait réussi à atteindre en 2016. Et il y a des doutes chez les marins? Parce que c'est une proposition d'architecte au départ, donc il y a des doutes ou comment réagissent? Les marins, ils étaient plutôt en faveur d'y aller, clairement. Ça, en tout cas, c'était plutôt, on apportait un nouvel appendice pour s'amuser et qui possiblement permettait d'aller plus vite, quoi. Donc ça marche, quoi. Ça marche. Antoine, t'es un peu plus jeune que Quentin. T'as quel souvenir de cette époque-là? T'étais pas encore chez VPLP, hein? Non, j'étais pas encore chez VPLP. Moi, j'étais encore en études. Et puis après, Mais t'as dû regarder l'arrivée des foils en IMOCA. évidemment, j'ai beaucoup regardé ça et j'ai même pas mal discuté avec les équipes et puis mon père notamment. Donc c'était hyper intéressant de suivre cette évolution. Et tu comprenais, toi, tu voyais déjà à quel point ça allait être une révolution et que aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, on ne faisait plus d'IMOCA sans foil. Bon, je pense pas que je m'en rendais tellement compte à l'époque, mais parce que j'étais quand même un peu loin du milieu des IMOCA, mais déjà je trouvais ça super de voir déjà les premiers foils sur des monocoques. On voyait des attitudes qu'on avait encore jamais vues sur ce genre de bateau, donc c'était assez excitant. Aujourd'hui, quand on dessine un IMOCA à foil, tu disais, Quentin, que c'était des bateaux un peu hybrides, hein, au départ, c'est-à-dire des bateaux qui pouvaient fonctionner, si jamais les foils marchaient pas, on les enlevait, ça pouvait fonctionner comme des bateaux sans foil. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Quand on design un IMOCA moderne, aujourd'hui, on a totalement intégré le fait qu'il est avec foil, quoi. Ouais, complètement. Maintenant, on dessine un bateau autour de son appendice, autour de son foil, coque, foil, enfin tout ça, c'est un tout, tout est très cohérent. Et ça, je pense que c'est arrivé après l'arrivée du Vendée Globe 2016, on s'est quand même rendu compte que les foils fonctionnaient très bien, mais sur un range assez petit finalement d'utilisation, parce que les foils étaient petits et à l'époque, ça marchait vraiment sur les allures de portant avec du vent. Et les outils numériques qui ont beaucoup évolué, on s'est retrouvé à pouvoir imaginer des foils beaucoup plus grands qui puissent vraiment porter le poids du bateau. Et c'est là où, je pense, avec Charal et Hugo Boss qui se sont suivis, il y a eu une vraie rupture avec la génération précédente, où on n'est plus allé chercher de la puissance par la carène, mais on comptait vraiment sur le foil pour la puissance. On a pu réduire à nouveau un peu les largeurs de bateau, on a essayé de faire du gain sur les surfaces mouillées, donc ouais, vraiment une vraie rupture à cette génération de bateaux. Donc là, on parle de la génération du Vendée Globe 2020, hein. Exactement. Ouais. Si je suis bien, hein. Tu parlais des outils qui ont permis de tester, donc de simuler numériquement les grands foils. C'est le fameux simulateur, hein, qui est arrivé, qui a permis la simulation dynamique. C'est lui qui a permis je cherche son nom à l'instant, SID. Voilà, SID. Non, à cette époque, on n'avait pas encore SID. Ah oui, d'accord. Ouais. On n'avait pas encore SID, on avait les VPP et peut-être qu'on utilisait un simulateur du commerce à ce moment-là, mais on n'avait pas encore notre simulateur à nous. Non. D'accord, donc là, c'est la génération suivante qui bénéficiera de cet outil-là. Quentin, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste, je pense que pour la génération 2020, on commençait à mieux comprendre, mais en fait, on mettait des bornes sur l'attitude du bateau. Typiquement, un VPP, on lui disait, il faut pas que tu sortes ta carène plus de tant de tonnes de l'eau. Et je me souviens du premier défi azimut où Charal l'a fait, et j'étais sur le Zodiac à le suivre, et on a vu le tableau arrière 1 mètre au-dessus de l'eau. Et honnêtement, moi, je m'attendais pas vraiment à ça. C'était le premier qui était sorti de cette génération avec ses grands foils. Et c'était incroyable, en fait, de voir à quel point... les photos étaient parties, mais comme c'était incroyable, hein. Ah non, mais c'était vraiment... honnêtement, j'étais à côté, j'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer? Il s'envole, que va-t-il se passer? Et là, maintenant, bon, on commence un petit peu à s'habituer à tout ça. Mais ça a été vraiment un moment très fort, je pense, quand on dit c'est toujours satisfaisant de voir son bateau naviguer, là, de le voir naviguer dans des attitudes, même pas on en avait rêvé avant, c'était assez... c'est quelque chose qui était très marquant pour moi, en tout cas. Ça veut dire que le potentiel des foils en IMOCA, vous avez surpris, ça allait plus loin que ce que vous pensiez? Ouais, je pense qu'on s'est tous fait un peu surprendre par l'efficacité des foils, ouais.
Et non, Il est sans voix. Il est encore sans voix aujourd'hui. Ça veut dire que tous les logiciels de prédiction de vitesse, enfin tous les outils de prédiction de vitesse, toute cette construction-là, n'arrivaient pas encore à prendre en compte le potentiel maximum des foils. En fait, je pense que c'était plutôt la raison de l'architecte de dire c'est pas parce qu'en fait c'est ça qui est sympa avec notre métier en fait, c'est qu'on écrit une page de l'histoire qui n'existe pas en fait. Donc concrètement de faire des foils qui feront 250 kilos, ceux de la génération d'avant ils pesaient 90 kilos, je pense quelque chose comme ça. Donc voilà, on avait mis des limites en se disant non mais oui ils vont choquer un peu les voiles, ils vont les rentrer les foils, comme ça va se stabiliser, etc. Mais la réalité c'est que l'utilisation par le marin qui en est fait du bateau, on n'a pas forcément tout anticipé avant. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et nécessaire que Antoine, il essaye ses bateaux. Il a l'occasion à plusieurs reprises d'aller vraiment tirer les ficelles dessus et puis de voir un peu comment ça se passe, quoi. Et voilà, ça c'est merci de la transition, Quentin, parce qu'effectivement là on a parlé des logiciels de simulation, on a parlé de la surprise de voir les bateaux réagir un peu en dehors de l'écran, quoi. Mais toi, t'as pas mal navigué, t'as fait quelques convoyages en IMOCA, et ça nourrit la réflexion architecturale. En gros, tu t'es fait secouer sur des IMOCA à foil pour schématiser, quoi. Exactement, ouais. C'est sûr que avec ces grands foils, les comportements de bateau, comme disait Quentin, on savait pas du tout où on mettait les pieds. On avait des retours de marins, mais en tant qu'architecte, t'as toujours du mal à mettre le curseur au bon endroit, et je pense que c'était vraiment j'ai eu la chance, suite à un événement un peu malheureux, de ramener Hugo Boss de Cape Town suite à son abandon du Vendée Globe. Du Vendée Globe 2001, ouais. Et là, du coup, c'était 27 jours de mer au large sur un bateau avec des grands foils. Et donc là, on est en immersion totale. C'était un peu une première pour moi. Je me souviens juste avant de partir, on était au petit-déj dans un hôtel à Cape Town et Alex me demande combien de nuits quelle est ma plus longue navigation. Et là, je lui ai dit, je sais pas, 3 nuits. Et on partait pour 6000 milles. Ils ont dû se demander comment j'allais m'en sortir et ils m'ont bien mis à l'aise. C'est bien passé, mais ouais, ça secoue quand même. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris en faisant ce convoyage, par exemple? J'ai appris qu'on était peut-être allé un petit peu loin sur le fait de compter sur les foils, toujours sur la puissance des foils pour maintenir le bateau à l'endroit, enfin le bateau sans gîter de trop. Et que finalement, ces bateaux, cette génération de bateaux qui étaient avec des carènes encore très tendues, etc., avait tendance à accélérer très fort, mais à aussi ralentir très fort. Et à basse vitesse, les foils, ils manquent d'efficacité. Et donc, on avait tendance à un peu se vautrer, quoi. Gîter un peu fort et devoir faire beaucoup d'actions humaines, choquer les voiles pour relancer. Et ce qui est un peu antinomique avec la navigation en solitaire, quoi. Exactement. Et du coup, voilà, ça c'est un des éléments qui m'avait marqué sur le convoyage, mais il y a plein d'autres choses, notamment les formes de carènes qui ont vachement évolué donc on va faire la transition sur l'édition suivante. Exactement, parce que quand tu parles justement des carènes du Vendée Globe 2020 et quand on voit l'IMOCA de Boris Herman, qui est aujourd'hui votre IMOCA de référence, qui détient toujours le record des 24 heures en solitaire, non? Des 24 heures et puis pas en solitaire, en équipage. En équipage et en solitaire, c'est ça, Non, pas en non, solitaire. en équipage, pardon. Ouais. Je mélange les chiffres. Qui a une carène qui est tout en rondeur, qui respire le confort entre guillemets, plus un intérieur aussi qui est très confortable et un bateau très très costaud. Je me souviens qu'on avait discuté, Quentin, à la mise à l'eau, vous vous posiez des questions et Boris aussi sur est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans le renfort et dans la solidité. Et puis le changement de concept d'un Vendée Globe à l'autre, il était assez frappant, quoi. C'est sûr que déjà on avait un retour d'expérience du Vendée Globe 2020 où mine de rien c'était un bateau de génération 2016 qui avait remporté le Vendée Globe. Donc là on s'est dit et on n'a pas tout compris encore, il faut qu'on trouve des solutions parce que sur le papier les nouvelles générations vont vraiment beaucoup plus vite. Donc là forcément voilà et c'est pour ça que le retour de marin et donc d'Antoine incarnant ça chez nous, c'est super important parce que finalement de discuter avec les skippers, finalement c'est vrai qu'on n'est pas dans leur basque quand ils sont dans le Grand Sud, etc. On peut en parler, on peut
mais on n'avait même pas trop de vidéos, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup changé dernièrement, parce que on arrive à avoir maintenant des images en drone. Tu vois Malidia surfer dans le Grand Sud, c'est ça, filmé par un drone, et donc tu peux décortiquer image par image le comportement du bateau dans la houle, quoi. Ouais, Ça, c'est très nouveau. Ah bah ça c'est vraiment nouveau, complètement. Enfin là, pour nous c'est du pain béni. On regarde ces vidéos, on se rend compte comment ça, jusqu'à quel type de hauteur de vague, le bateau passe, etc. Ça c'est vraiment une nouvelle donnée, quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'on pourrait imaginer que justement à une époque où le numérique et la simulation numérique qui apportait beaucoup à votre métier aurait pu prendre le pas, on se rend compte que le retour d'expérience humain, en fait, il est crucial, quoi. Et il est crucial parce que je pense qu'on a vraiment du mal à modéliser déjà les mers que rencontrent les bateaux. Et nos outils, ils ont quand même tendance à idéaliser les réglages, et ces bateaux, finalement, ils sont jamais utilisés à 100% de leur potentiel. Et les configs de voile sont rarement idéales parce que c'est extrêmement éprouvant de faire des changements de voile ou des changements de réglage. Donc finalement, ils sont toujours un peu en deçà de leur potentiel. Donc il faut réussir à appréhender le fonctionnement de ces bateaux dans des fonctionnements qui sont pas optimum, quoi, exactement. Optimum, et ouais. ça, c'est pas simple à modéliser. Et donc, finalement, ces retours de marins et les expériences en mer, ça permet de se rendre compte et de vraiment pouvoir appréhender ça un peu mieux dans le dessin, dans la conception. C'est une belle leçon, quand même. Du coup, ça va être une bonne transition pour la suite. Ça veut dire qu'il faut continuer à beaucoup naviguer pour faire l'IMOCA de 2028. À quoi il va ressembler l'IMOCA du Vendée Globe 2028? On sait déjà qu'il y a déjà des bateaux commandés. On sait déjà que vous travaillez sur des projets. Donc on est très en avance de phase par rapport aux fois d'avant. Du coup, à quoi il va ressembler? Bah, je pense que c'est une bonne question et on va pas tout dévoiler maintenant. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu une nouvelle rupture entre les 2016 les générations 2016 pour le Vendée Globe 2020 et pour le Vendée Globe 2024 là qui va partir bientôt. Et la tendance, on a l'impression quand même d'avoir fait un pas dans le bon sens avec cette nouvelle génération de bateaux, notamment en termes de passage dans la mer. Et je pense que ça restera quand même la référence pour le dessin du prochain bateau. Après, il y a encore tellement de choses à étudier. Quand on voit la variété de design qu'il y a sur le plan d'eau, on se dit que les architectes n'ont pas encore tout compris. Ça converge pas du tout. Ou en tout cas, qu'ils sont plusieurs à avoir raison. Voilà, ça converge vraiment pas sur les designs et c'est ça qui rend vraiment le sujet très intéressant. C'est que là, on voit tout et il y a tout à étudier. Donc voilà, ça va être super. Et les marins, depuis quelque temps, à chaque retour de course, parlent beaucoup d'ergonomie. Toute cette partie-là, le design de l'intérieur, en gros, et de l'usage du bateau, c'est à votre charge ou c'est plutôt les marins qui gèrent ça? Ça, je pense que c'est quand même une donnée très marin et qui gère ça avec sa team. Mais par contre, c'est marrant parce que ça va pas mal évoluer. Je pense qu'on est passé du plus spartiate possible. La 16 complète, ouais. C'est ça. Après, il y a eu un petit coup de confort, mais le petit coup de confort, dis donc, ça pèse lourd, 200-300 kilos, c'est beaucoup d'investi. On est repassé sur quelque chose de minimaliste. Et là, j'ai quand même un peu le sentiment que, on va dire, le mieux-être est un facteur de performance, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de ça. Il faut remettre le marin au centre du bateau. On a commencé à fermer tous les bateaux. Le bateau de Boris, c'est un pullman. Hein. Ouais. Je veux dire, j'exagère un petit peu, quoi, mais il est particulièrement bien installé, quoi. Bah oui, je pense que ce coup du cockpit fermé qui avait été initié effectivement avec Alex et Hugo Boss, on voit pas mal de vertus, je pense là-dessus. Enfin, je crois que pour toi qui as pu essayer l'option cabriolet et puis l'option capotée, enfin, je pense que c'est ouais. Ah ouais, c'est sûr que ça n'a rien à voir de naviguer sur Hugo Boss avec le cockpit avancé, tout fermé, et puis ensuite j'ai eu la chance de faire une ou deux transats sur Teamwork, qui est plutôt un cockpit l'ancien classique. Charal, hein. Ouais, l'ancien Charal, exactement. Cockpit classique et non, en termes de confort, sur Hugo Boss, on est en Crocs et en short pendant 27 jours et sur Teamwork, on est en ciré, quoi. Donc non, ça n'a rien à voir. Et même en fait, en termes de confort, de pouvoir se tenir debout, de pouvoir étendre un peu les jambes, c'est important, je pense. Moi, j'ai pas expérimenté pendant 3 mois, mais ne serait-ce que sur une transat de 15 jours. De pouvoir juste 15 jours pouvoir s'étirer, c'est important. Petite question qui du coup en guise de conclusion qui nous sort de la thématique de l'humain à bord des bateaux.
la Coupe de l'América c'est terminé. Est-ce que on sait que vous êtes impliqué dedans. Est-ce qu'une partie des outils de la coupe peut servir sur les futurs IMOCA? Est-ce que c'est des mondes qui se rapprochent un petit peu ou pas du tout? Ah bah si, c'est des mondes qui se rapprochent. Hein. De toute façon, on navigue Ils dans les sont mêmes. fermés. Les deux bateaux sont fermés. Les bateaux sont fermés. On évolue tous les deux dans les mêmes éléments. Hein. L'eau et l'air, c'est les mêmes problématiques. On n'a pas les mêmes cahiers des charges évidemment, mais les histoires de foil, de ventilation, on a les mêmes problématiques assez spécifiques aux appendices notamment, un peu d'aéro. Donc c'est sûr que tout ce qu'on peut apprendre de la coupe, ça sera bénéfique pour l'IMOCA. Après, faut prendre les bons éléments pour pas se perdre de trop, mais il y a des choses à transférer entre les deux mondes, évidemment. Ouais. Très bien. On attend de voir les premières images du millésime 2028. T'as un petit budget, toi? Non, toujours pas. Non mais j'ai passé l'âge, Quentin. C'est gentil de penser à moi, mais j'ai passé l'âge. Voilà, donc on attend avec impatience, disais-je donc, les premières images. Alors que le Vendée Globe part tout juste, on attend avec impatience les prochaines images du VPLP millésime 2028. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci, Pile. Merci d'avoir écouté cet épisode de VPLP Design 40 ans d'architecture navale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'agence et sur ses projets, toutes les infos sont sur vplp.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter et à la page LinkedIn de VPLP pour suivre son actu.